m'avait dit de premier lancer. Donc déjà, merci d'avoir accepté mon invitation pour premier lancer. J'espère que tu vas bien. Eh ben, très bien. Merci à toi de m'avoir invité. Donc comme tu me disais, du coup toi ça fait pas longtemps que t'es auteur à temps plein, c'est ça? Parce que c'est... C'est ça, depuis janvier 2023. Donc ouais, ça fait à peu près... 2020... Non, pardon, janvier 2024. Oui, donc ça fait encore plus, on va dire ça fait une petite année que tu fais essentiellement que ça. Et du coup, avant, tu faisais quoi comme métier? Donc moi, j'étais menuisier agenceur dans l'entreprise de mes parents. D'accord. Et je m'occupais de la partie agencement, création, des cuisines aménagées et tout l'agencement qui tourne autour d'une maison. D'accord. Et aujourd'hui, du coup, tu fais que tu travailles plus du tout dans cette entreprise, tu fais que du jeu de société. C'est ça. Du coup, à la naissance de ma petite dernière, je passais un peu trop de temps à l'entreprise et pas trop de temps à la maison pour les enfants, donc ce qui n'était pas une volonté. Donc, je me suis dit, allez, passer plus de temps, réaliser son temps de travail, et je me suis lancé pour être auteur de jeux de société. Mais au début, j'ai commencé en étant animateur en ludothèque. D'accord. Pour commencer à connaître un peu le monde, les vieux jeux, les nouveaux jeux, un peu comment ça se passe dans l'envers du décor du monde du jeu, quoi. De pouvoir faire sa culture ludique, quoi. C'est ça. Et à savoir expliquer et animer un jeu, c'est pas aussi simple qu'on le pense. C'est même plutôt très dur. C'est ça. Et c'est un vrai métier. Du coup, j'ai appris beaucoup grâce à ça. Bah, c'est très bien parce qu'en plus, moi, pour la petite histoire, je commence un peu à faire des jeux aussi sans passer le cap de faire que ça. Et c'est vrai que la partie pitch, c'est un exercice à proprement dit, quoi. C'est vraiment... C'est un exercice assez compliqué et qu'il faut apprendre et parfaire au fur et à mesure, quoi. Ouais, c'est ça. Et mine de rien, quand tu présentes ton jeu à un éditeur, c'est un peu ce que j'ai appris aussi en ludothèque. Faut aller à l'essentiel, faut capter l'intention du joueur ou de la joueuse. Quand tu as un éditeur devant toi, c'est pareil, il faut lui capter l'intention, il faut aller à l'essentiel, il faut pas s'embrouiller dans des règles où on est perdu au bout de trop d'explications. Voilà, c'est quoi le principe du jeu? C'est coopératif ou pas? C'est quoi les conditions de fin de partie? Qu'est-ce qu'on fait notre tour de jeu? Et puis, voilà, t'as compris un peu tout le jeu, quoi, entre guillemets. Oui, mais t'as au moins compris l'essence du jeu et tu peux jouer. Après, tu vas pas forcément être le meilleur ou quoi, mais au moins tu seras capable de jouer, de comprendre l'essence du jeu, quoi. Oui, c'est ça. Et de pas aller dans une explication de 2 cartes à combo qui tu dis si il se passe ça, vous allez voir, c'est excellent. Mais peut-être que dans la partie, ils vont jamais tomber dessus et en fait j'ai expliqué un truc qui sert à rien. C'est ça. Donc voilà. Et du coup, comme tu me disais, c'est au moment où tu as eu ta petite fille, tes enfants, ou ta deuxième, ou ta première, je sais plus. Troisième. Ta troisième. Ah oui, d'accord. Que tu t'es dit que tu t'es décidé à faire que auteur de jeu, mais t'avais déjà signé un jeu avant ça ou pas du tout? Alors, quand j'ai décidé d'arrêter l'entreprise de menuiserie, je savais pas encore ce que je voulais faire. J'aime bien dessiner, j'aime bien faire 2-3 trucs, j'aime bien toucher un peu à tout, mais et je voulais même illustrer des BD. Je me suis dit, waouh, le temps qui passe par une âge, je suis pas du tout dessinateur, c'est pas mon boulot. Moi, je me suis dit, mais dessiner des couvertures de jeux, c'est cool. Mais en fait, il n'y a pas que ça, il y a tout le reste à faire. Et c'est un travail de dingue. Et je me suis dit, non, je pense que pourquoi pas créer des jeux et être auteur. Et c'est comme ça que je me suis dit, j'ai commencé mes premiers prototypes, en fait. T'as commencé tes premiers prototypes, après t'as présenté, et t'as signé, on va dire, ton premier jeu, c'était Alvéola de mémoire? Alors j'ai signé, mon premier jeu, c'était Costume Monsters, qui est sorti chez Blue Orange, mais ensuite j'ai signé Alvéola, qui est sorti plus rapidement. D'accord. C'était une jeune maison d'édition, et du coup... c'est plus rapide. Oui, c'est comme ça. Vu qu'ils ont moins de projets, et les projets... c'était leur premier en plus, donc forcément ils étaient à fond dessus, on était tous à fond dessus, donc voilà. Ok, et c'est à partir de là que t'as enchaîné, parce que là tu sors à peu près 2 à 3 jeux par an depuis ça. Oui, depuis Alvéola, j'ai Archéo, mon 10e jeu qui est sorti il y a 15 jours. Donc j'ai sorti 10 jeux en 2 ans, ce qui est pas mal. Ce qui est plutôt même très bien. Ce qui est très bien pour démarrer. Ce qui est pas un exercice facile non plus, mais après, quand on se lance à faire ça à plein temps, forcément on fait plus de jeux que si c'est que partiellement. C'est sûr.
mais c'est quand même aussi on va dire un défi ou de se dire, ok, j'y vais et je vais faire que ça, sans avoir la certitude de signer, parce que aujourd'hui, le monde du jeu, certes, il y a beaucoup de maisons d'édition, il y a quand même de la place, je pense, mais il y a aussi beaucoup d'auteurs de l'autre côté, et il y a déjà énormément de jeux qui sont sortis, donc de trouver le petit truc qui fait que un tel ou tel éditeur a envie de te signer, c'est quand même, je pense, assez technique, même pour j'ai eu des conversations même avec des gens qui sont déjà qui sont déjà en place depuis certaines années. C'est pas si facile de ça de signer des jeux, donc c'est vrai que 10 jeux en 2 ans, c'est quand même très très bien, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, je pense que aussi le côté ludothèque m'a beaucoup appris de quand t'emmènes des jeux en animation et que t'as 50 personnes dans la salle et qu'il faut faire jouer les 50 personnes, bah, tu sais un peu, tu regardes qu'est-ce qu'ils aiment jouer, qu'est-ce qu'ils attendent d'un jeu, vers quoi ils vont naturellement, et du coup ça te fait une vision un peu des tendances à l'heure actuelle, sachant que oui, comme tu le dis, il y a tellement de sorties que les tendances passent très très vite. Mais voilà, on a toujours plein d'idées et on essaye de convaincre les éditeurs. Après, on ne dit pas que c'est les meilleurs, mais bon, que les jeux ce sont les meilleurs, mais ils sont là déjà. Mais ils sont là. Voilà, c'est ça. Et du coup, toi, en tant qu'auteur, comment tu te définirais comment tu définirais ton, on va dire, ton style? Bah, c'est pas si simple. Je dirais, enfin, je dirais pas que j'ai un style de jeu. Par exemple, je sais qu'il y a des auteurs, ils font beaucoup de jeux coopératifs. Il y en a, ils vont faire beaucoup de jeux certains types de jeux, des gros jeux initiés, mais moi, j'aime vraiment jouer à tout. Et du coup, bah, je vais faire du jeu enfant, comme du jeu familial, comme du petit jeu de cartes. Et je pense pas avoir pour l'instant vraiment ma patte en mode ah oui, bah, c'est forcément un jeu de Thomas. Mais j'ai essayé d'aller chercher des petites originalités, des petites choses où tu dis ah oui, d'accord, ah, bah, ça c'est oui, je pense que ça vient de sa part. Enfin, c'est Thomas qui a dû créer ce jeu parce que il y a ça dedans. Mais voilà, je suis encore un petit jeune auteur, donc pas facile de voir de voir un peu ton chemin. Mais t'as quand même, dans ta création, est-ce que t'as quand même un matériel préférentiel ou quelque chose que tu préfères, on va dire, manipuler pour arriver à des jeux? Oui. Ah bah après, moi, j'aime beaucoup faire les jeux pour enfants. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore. Et la preuve avec Arkeo, qui est sorti il y a pas longtemps, où tu joues vraiment dans la boîte avec le matériel, avec, tu ouvres la boîte et tu joues. Et moi, ça, j'adore. Le côté manipulation. Direct, quoi. Voilà. Le côté, voilà. Après, j'ai fait des petits jeux de cartes. J'ai des jeux qui vont arriver où il y a des petits trucs un peu malins, où tu as envie de dire, ah oui, d'accord. Et après, ce que je travaille beaucoup, c'est vraiment la sensation autour de la table. C'est pas le jeu en soi, mais c'est vraiment ce qui va se passer autour de la table. Ça, c'est vraiment quelque chose que je cherche. Moi, en tout cas, je connais pas, j'ai pas testé tous tes jeux, mais par exemple, j'ai testé Arkeo et Wisty Plouf avec mon fils. Et en fait, moi, ce que j'ai bien aimé, en tout cas, dans ces deux-là, c'est que la proposition est directe. C'est, t'arrives, tu mets le jeu, et même en tant que parent, t'as ce truc. Déjà pour Arkeo, moi je voulais déjà direct faire la truc ventouse qui était. Ils devraient mettre ça dans des jeux experts initiés. C'est satisfaisant. Et même dans Wisty Plouf où le côté tu retournes, t'as ce côté un peu direct de l'émotion. Et on va dire dans cela, après les autres je les connais de nom, je les connais un peu moins, mais j'ai l'impression que ce que t'as recherché, c'est la sensation vraiment directe et pas alambiquée dans plein de trucs, l'émotion vraiment directe, quoi. C'est ça. Oui, surtout dans les jeux enfants, il faut cette émotion, il faut les capter, il faut. Arkeo, tu retournes une suite, ah c'est des cailloux, ah oui, c'est un marteau, voilà, et tu vois les enfants autour du jeu, ils sont comme des fous. Et ça, c'est génial. Et je vois aussi Kitsu, qui est un petit jeu de pli, mais c'est pas un jeu de pli traditionnel, mais qui joue par équipe. En fait, dès que je l'anime avec des gens, des personnes, des ados, mais tu vois l'émotion autour de la table, ça se lève, ça se tape dans la main, et ouais, j'ai fait ça, et il se passe vraiment quelque chose. Et ça, j'aime beaucoup. Ce côté, l'émotion que ça procure d'avoir joué au jeu. Une fois que tu as fini ta partie, tu racontes ta partie, tu te dis bon, j'ai quand même réussi à marquer quelque chose, quoi. T'as fait un moment, quoi. Voilà. C'est pas juste j'ai fait 200 points, toi t'en as fait 150, on passe à autre chose. J'aime bien ce côté de ah ouais, mais j'ai fait ça parce que t'as fait ça, et du coup j'aurais dû faire ça. Et moi en tant que joueur, c'est ce que j'aime aussi. Donc
C'est peut-être ça que je vais essayer de transmettre à travers mes jeux. Ok. Et du coup, comme tu disais, toi, t'aimes bien faire les jeux enfants, mais par exemple, le jeu enfant, c'est quelque chose de... En tout cas, pour moi, peut-être parce que je joue beaucoup aux jeux experts, initiés, c'est un peu les jeux que moi, en tant que joueur, j'aime bien. Mais comme je veux aussi, j'adore jouer avec mon fils, donc on joue à des jeux enfants, mais à chaque fois, je regarde, je me dis, mais comment faire pour faire ces jeux-là? Parce que c'est, en tant qu'auteur, de pas rajouter on va dire, de la complexité pour de la complexité, que ça soit direct. Et en tant qu'auteur, on a toujours envie de rajouter le petit truc malin, le petit truc malin, le petit truc malin. Et sauf qu'à la fin, certes, tous les trucs sont malins, mais ensemble, ça fait un truc un peu trop dense, quoi. Oui, c'est ça. Comme beaucoup de jeux, on a envie de mettre plein de choses dedans, et en fait, tu dis, oh là là, mais là, je suis parti, j'ai trop de trucs, et on enlève les couches de gras, entre guillemets. Et du coup, pour épurer vraiment le jeu, pour aller un peu à l'essentiel, ce qui est pas le plus facile, de faire un jeu assez simple. Mais voilà, tu as envie de d'enlever ces surcouches de règles, de choses que ça y est, t'as perdu quoi. Un enfant, dès qu'il est déconnecté de quelque chose du jeu, hop, il va tourner la tête, il est déjà plus dans le jeu. Alors s'il y a trop de règles, trop de choses, trop compliquées, ah oui, mais j'ai pas trop compris. Donc c'est vrai que le côté immédiat, dans Whisky Plouf, tu retournes. Oh non, j'ai fait plouf dans l'eau. Je retourne mon petit singe au début de la ligne de départ. Et fin de la règle. Il n'y a pas. Attends, je dois faire ça parce que je dois faire ça. Enfin, après, on est sur du jeu enfant, on n'est pas sur un jeu expert ni initié, mais. Oui, mais c'est encore plus compliqué, entre guillemets. Moi, j'ai l'impression que c'est encore plus compliqué de faire un jeu, on va dire, avec l'essence même, comme tu dis, du jeu, très simple, une action. Un résultat, c'est un truc, en tout cas, j'ai l'impression qui est très compliqué, quoi. Mes premiers jeux enfants, j'ai encore en proto qui n'ont pas été signés. Au début, je me suis dit, oui, ça va, on lance un dé de couleur, j'ai fait rouge, je fais ça, et ça va, un jeu enfant, c'est pas très compliqué. Mais en fait, c'est bien plus compliqué qu'on pense. Parce que oui, il faut que les règles soient simples, mais il faut que le plaisir de jeu il soit là et que ça soit pas non plus. Super, j'ai fait que de lancer un dé pendant 20 tours et puis. J'ai aucun choix, quoi. J'ai pas eu le choix. Le jeu a joué à ma place. Voilà. Donc, oui, d'avoir quand même un jeu, quoi. C'est ça. Et d'avoir des petits choix quand même. Moi, je dis plus, je lance un dé, mais j'ai un choix de est-ce que je vais sur cette tuile-là ou sur celle-ci? Ah, mais j'ai vu que toi, tu avais été sur celle-ci et ça a fait plouf dans l'eau, j'ai pas envie de le faire, donc je vais passer par l'autre tuile. Oui, t'as quand même. Tu lances le dé, mais t'as quand même des choix. C'est pas juste, j'ai fait rouge, j'avance le rouge, à mon tour. Et c'est ce qui est chouette aussi. Dans Arkeo, c'est pareil. Quelle tuile je vais choisir? Pourquoi je vais prendre celle-ci? Est-ce que j'utilise ma brouette ou pas? Est-ce que, oui, t'as quand même des layers de choix. C'est ça, mais qui sont très très légers. C'est pas, ça demande pas un bac plus 5 pour retourner une tuile et se dire qu'est-ce que je vais faire avec ça. Et Arkeo, c'était tout de suite ce thème-là, le jeu, où il avait un thème avant? Alors, c'est rigolo parce que Arkeo, en fait, je l'ai fait en co-autorat avec Adrien Pedron et qu'on s'est rencontrés via le bootcamp organisé par Grudem. Et du coup, on se voit après Cannes et je l'appelle, j'ai fait j'ai une idée d'un jeu. J'aimerais vraiment qu'on creuse dans la boîte et qu'on retrouve des os de dinosaures et qu'on arrive à faire nos puzzles de dinosaures. Et quand on a fini de creuser dans la boîte, on a gagné. Fin du pitch. Et il me dit mais j'adore le pitch, j'adore l'idée du jeu, vas-y, je suis chaud pour repartir avec ça. Et du coup, depuis le début, c'est Arkeo, on doit trouver des os et tout ça. On n'avait pas ce système de pelle, on avait un petit camion qu'on remplissait, mais du coup, on perdait trop vite. Pourquoi on vidait le camion et pas là? Et du coup, après, on avait ce petit curseur pelle qui a été cassé ou pas cassé, qu'on pouvait réparer, qui est venu assez vite. Et c'est comme ça que ça a été Arkeo dès le début, en fait. Ok. Vraiment, mais il y a eu quand même tout l'équilibrage de c'est un coopératif, faut pas gagner trop vite, faut pas perdre tout le temps parce que sinon on n'a plus envie d'y jouer. Donc il y a eu toute cette phase d'équilibrage de combien de cailloux et le bon curseur. Mais quand vous l'avez présenté dans ton proto,
il y avait déjà ces layers de couches où tu prenais une tuile et du coup en dessous tu prenais une autre tuile. C'est ça. On avait déjà, pareil, je lui avais dit, j'aimerais bien faire un jeu, mais pas avec des tuiles carrées, vraiment des tuiles avec une forme un peu particulière qui s'imbriquent. Et que là, on le voit pas tout de suite, mais quand on retourne une tuile, on peut pas. Enfin, quand un enfant va ranger le jeu, il peut pas se tromper. La tuile, elle a qu'un sens en fait. Le verso et le recto, tu peux pas les remettre dans les deux sens. Donc ça, il y avait déjà ça. Et ensuite, justement, comme je disais, j'aime bien jouer avec le matériel. Ben, j'avais déjà ces 3 couches. On avait déjà ces petits puzzles de dinosaures en double layer et ainsi de suite. Donc c'était vraiment déjà tout pensé dans ce sens-là et les 3 couches. Et quand on a présenté le jeu à Gigamic, ils nous ont dit ça serait cool d'avoir une couche encore en plus. Et c'est là où on s'est dit mais attends, on a du rangement pour la boîte. Il y a 4 cavités dessous, ben vas-y, on fait 4 trappes et on met les trucs dedans. Et on leur a proposé ça. Ils font c'est excellent, on fait ça. Et puis après, qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce qu'on met des œufs, des cailloux et c'est Oui, tout comme ça. Prends le choix. Il y a eu une partie de développement après quand même avec Gigamic, mais l'idée de base, le jeu de base, quand on l'a présenté, il était Oui, c'était plus ou moins déjà ce qui est. tout comme ça. Ok. Il a pas énormément évolué en game design. Il a évolué en équilibrage, en ergo, des choses comme ça. Mais... C'est ça. Complètement. Ok. Et du coup, là, tu me disais que tu avais fait du coup aussi le bootcamp de Greux Game. Et du coup, c'est là où tu as appris beaucoup pendant ce bootcamp. J'avais déjà commencé avant le bootcamp à faire pas mal de protos, à commencer un peu à tâter le terrain en festival pour aller rencontrer les éditeurs. Et du coup, tu prends des ascenseurs émotionnels en mode oui, il a pris mon jeu. Et 2 mois après, non, il me renvoie mon jeu. Bon, je suis un peu emballé. Et ça l'a fait beaucoup. Et t'es en mode compliqué, tous ces moments-là. Et puis c'était une phase où j'étais en mode oh là là, en fait, je me suis lancé à être auteur de jeu, j'arrive pas à signer de jeu, il y a rien qui part et tout d'un coup, il y a le mail de Greux Game en mode bonjour, on organise un bootcamp. Et j'ai fait mais c'est pour moi, ça coche toutes les cases. Et au final, oui, on a appris pas mal de choses. J'avais déjà j'avais déjà le côté relationnel qui était assez simple d'aller voir un éditeur, je suis assez à l'aise par rapport à ça. Mais c'était le avant, en fait, comment t'envoies un mail, à quel moment faut envoyer des mails, tout ça, toutes ces petites choses-là. Après, faire un peu de réglage sur ton jeu aussi, vraiment aller à l'essentiel, comme on disait tout à l'heure, en fait, mais que j'avais déjà aussi appris avec la ludothèque, mais c'était encore en plus avec une vision d'un éditeur et d'avoir aussi les visions de d'autres jeunes auteurs on était tous ensemble et c'était très chouette. Vous étiez 6-7, c'est ça? On était une dizaine. Une dizaine d'auteurs. Ouais. Ok. Et du coup, de là, j'ai créé un jeu avec Adrien Pedron qui était au bootcamp. Mon prochain jeu qui sort dans 15 jours, c'est Fuseo, qui est en co-création avec Diogo Cardozo, qui était au bootcamp aussi. Ok. Donc ça a permis de créer pas mal de choses. De créer des contacts, de créer c'est ça. un pool d'auteurs grâce à ça. Et puis du coup, ça a bien matché, donc on s'est dit pourquoi pas essayer de créer des jeux ensemble. Et j'ai participé au Bootcamp 2 en tant qu'invité pour parler un peu de mon parcours. Et c'est là où j'ai rencontré Alex et Simon, qui sont mes co-auteurs de Petits Pois. Voilà. Donc en fait, ça permet de rencontrer pas mal de gens. De rencontrer du monde. Donc ça, c'est chouette. Et du coup, toi, tu préfères du coup maintenant avec du recul le co-autorat ou le travailler des jeux tout seul, parce que j'ai l'impression que tes derniers jeux sont beaucoup en co-autorat. Du coup, oui. Alors, je me suis lancé, je me suis mis un peu en objectif je vais faire des jeux tout seul. J'ai pas envie d'être en co-autorat, alors soit avec quelqu'un de hyper connu en mode oui, c'est un jeu de un tel et on oublie le deuxième auteur. Et du coup, j'ai créé tous mes jeux et après, petit à petit, justement, naturellement, ça s'est fait un peu de faire la création en co-autorat. Et du coup, là, oui, j'ai toute ma vague de jeux qui sortent, qui est du co-autorat. Et je me suis dit, j'aimerais bien en refaire tout seul. Et du coup, j'ai mon prochain jeu qui sort l'année prochaine, c'est un jeu tout seul. Et voilà, donc j'aime bien un peu des deux, mais c'est vrai que maintenant, dès que tu es bloqué sur un jeu, tu dis un peu, et si je le proposais à un tel, parce que du coup, j'aime bien ce qu'il fait, et on pourrait le bosser ensemble et ça irait plus vite. Voilà, donc il y a vraiment ce côté... Puis ça permet de rebondir. Le co-autorat, ça quand même... ça
ça a quand même pas mal d'avantages, on va dire, pour rebondir, même pour avancer, des portes, parce que ça fait 2 cerveaux ou 3 selon combien t'es, et ça permet d'ouvrir des nouvelles portes à chaque fois dans ce que tu veux. Ça accélère vraiment le processus de création, hein, clairement. Le côté ping-pong d'idées, le côté ah ben là t'en penses quoi, ben je sais pas, attends, et si on faisait ça, ah ben oui, carrément, bonne idée, et puis on teste, et puis c'est parti, quoi. Et du coup, toi, comment tu travailles un peu tes prototypes, comment tu les pousses? C'est-à-dire tu essaies de les chiader le plus, ou juste la mécanique très compréhensible et tout? Comment tu travailles un peu, comment tu fais tes prototypes? Ça va dépendre des types de jeux, mais j'aime beaucoup partir de la thématique, ce qui donne un peu plein d'idées après. Comme là, Archéo, c'était directement Archéo. Alvéola, mon premier jeu, c'était directement des abeilles. Au début, j'avais pas de thème, c'était un peu compliqué. Une fois que j'ai mis le thème des abeilles, en fait, il y a plein d'idées qui viennent parce que il se passe plein de choses autour de chaque univers. Mais après, j'ai des jeux. Là, mon prochain qui va sortir l'année prochaine, c'est clairement mécanique. Et c'est un côté de, voilà, qu'est-ce que je fais avec ces cartes, comment je fais ça, et du coup, ah ouais, j'ai mis un thème dessus, du coup, qui va être complètement changé. Mais ça dépend vraiment. J'aime beaucoup partir de la thématique, mais souvent, ça peut être aussi carrément la mécanique. Et puis, mais par contre, quand je vais présenter mon jeu à un éditeur, et maintenant, je suis un peu... Ils me reconnaissent un peu par rapport à ça, c'est que mes protos, je les pousse vraiment à fond, comme si c'était un proto, presque un jeu fini, quoi. Pareil, pour le côté aussi, c'est tout bête, mais ça permet aussi de travailler vraiment l'iconographie du jeu. De pas mettre juste piocher une carte. Non, mettez un icône, c'est tout bête, mais du coup, le fait que l'éditeur, il est déjà un jeu qui est, enfin, pas fini, parce qu'un jeu n'est jamais fini, mais que visuellement, ça lui parle et que c'est déjà facile à comprendre et en lecture de jeu et tout ça, ça lui enlève toute la compréhension du texte qui est mal écrit, qui est mal interprété, ou les règles qui sont... Enfin voilà, je prends une carte, si dessus il y a un icône pioché, je pioche et point barre, quoi. Oui, t'essaies Donc je vais vraiment essayer de pousser au maximum. Et c'est pour ça que je joue beaucoup de jeux. Je fais beaucoup de veilles ludiques pour justement de voir qu'est-ce qui se fait dans les jeux qui sont déjà sortis, en fait. Et s'ils l'ont fait, c'est bien que ça marche. Donc pourquoi aller inventer d'autres icônes alors qu'il y a déjà des classiques qui fonctionnent très bien, quoi. C'est ça, c'est clair. Avec l'icône, je sais pas, l'effet immédiat, je vais mettre un éclair. C'est ce qu'on retrouve sur 90% des jeux. Et maintenant, on va dire, c'est la norme. Voilà, non, c'est ça. Je vais pas mettre une flèche en pointant vers le bas. Les gens, c'est quoi je pioche. Non, c'est un effet immédiat. Pourquoi t'as pas mis un éclair? Ah oui, en fait, oui, j'ai mis un éclair parce que c'est ce qui se fait déjà, en fait. C'est pour ça. On va vraiment essayer de pousser au maximum, même comme on dit souvent, de pas mettre un icône. Enfin, je sais pas, je vais mettre un rond jaune. Je vais dire, là, c'est le désert. Ou alors c'est un champ de blé. Mais c'est un champ de blé ou c'est un désert? Ah oui, je vais mettre un icône blé jaune. Bon, là, c'est un champ de blé. Ok. Et tout de suite, pareil. Enlever toutes les questions cognitives c'est ça. D'un jeu, comme ça, on va dire, quand tu testes le jeu, t'as enlevé tout le layer cognitif, et du coup, les personnes qui vont jouer, à qui tu vas présenter, vont être concentrées que sur le jeu et pas sur les petits bugs cognitifs qu'ils pourraient avoir. C'est ça, parce que du coup, ça va malheureusement leur casser l'expérience de jeu, en fait. C'est ça. Et s'ils sont toujours en train de te dire, c'est quoi déjà cette icône? Je l'ai déjà expliqué, mais je vais te le réexpliquer. Donc oui, ok, il y a un problème. Donc c'est pour ça. Et on n'est pas toujours face à un éditeur qui connaît très bien les jeux, comment ça se passe. Des fois, on est devant du grand public en festival pour faire tester ses protos. Il faut bien qu'ils aient justement sur toutes ces parties cognitives compliquées à comprendre, que ça soit fluide. Et en tant qu'auteur, moi, ça me permet aussi de me dire, ah ok, ça c'est bon, ils ont compris, et c'est bon. Et du coup, après, alors mécaniquement, est-ce que ça vous a plu? Enfin, s'ils commencent à dire, j'ai vraiment eu du mal avec l'icône jaune et vert, le rouge, le bleu, ça j'ai pas tout compris. En fait, c'est que mon jeu était pas bien fini, en fait. Et tu le fais encore aujourd'hui tourner beaucoup, tu vas dans beaucoup de festivals et tout pour faire tourner tes jeux, ou tu as des cercles de joueurs, on va dire de bêta-testeurs? Alors, mes premiers crash tests, c'est ma femme et mes enfants. Ouais, normal.
Après, les voisins, quand même, parce qu'ils sont très joueurs. Et après, oui, les cercles d'amis. Et après, une fois que je sens qu'il y a vraiment un truc et que j'ai poussé mon jeu qui est présentable à un éditeur, là, je vais vraiment aller le faire tester, soit en festival, soit en soirée jeu, bar à jeu, boutique de jeux et tout ça. Et après, je vais le présenter directement, quoi. Mais il y a des fois où je le présente directement à l'éditeur sans avoir fait 40 000 tests. Parce qu'avec mon co-auteur, on l'a testé, et on se dit, bah là, Ouais, c'est ok, on y va, quoi. on y va, quoi. Enfin, je vois pas ce qui peut avoir l'avis d'un public qui, voilà, ça dépend des jeux. C'est vraiment. Et quand quand t'arrives devant l'éditeur, est-ce que ça t'arrive d'avoir, on te dit, parce que on va dire il y a des périodes un peu pour regarder, pour présenter les jeux, c'est souvent, on va dire Cannes, Vichy, PEL et un peu le Flip aussi. Et du coup et je crois Octogone aussi, mais il n'y a pas tous les éditeurs, mais bref, c'est assez timé. Tu peux pas les voir tout le temps. Est-ce que ça t'arrive du coup quand t'arrives pour présenter un jeu, de dire ok, bon, je sais que ma mécanique et mon corps de jeu fonctionne, mais il y a encore pas mal de problèmes d'équilibrage, mais pour pas rater le coche, j'y vais quand même. Oui, ça, je vais souvent le faire. Je sens qu'il y a Alors, c'est pareil, ça dépend aussi des maisons d'édition, hein. Il y en a qui ils veulent pas forcément faire de dev sur le jeu, ce qui devient un peu rare quand même. Enfin, moi, Ouais. de mon expérience, ils aiment bien retoucher un peu au dev, faire du réglage et tout ça. Puis c'est toujours cool de pousser, on va dire pour moi, c'est un peu le job d'un maison d'édition, c'est de prendre le projet là et de l'amener là. Voilà. Et d'enlever un peu les œillères qu'on a en mode, bah si, notre jeu il est fini et bah, vous avez testé ce truc? Ah mais ouais, mais carrément, bon, là, pourquoi on n'y a pas testé? Et du coup, bah, nous enlever justement, on a la tête dans le guidon quand on fait un jeu. Ce qui est normal. On voit pas tous les trucs qui se passent autour. Dès qu'on crée, ça, de toute façon, c'est ça, que ça soit jeu ou autre, dès qu'on est dans un processus de création et qu'on est le créateur, on a souvent en tête que, de toute façon, si on l'a fait, c'est qu'on pense que c'est bon et que ça doit aller comme ça. Mais des fois, si on n'arrive pas à ouvrir notre champ de vision sur le projet, mais souvent, il faut des personnes extérieures qui nous permettent d'ouvrir le champ de vision, et ben, on avance tête baissée et on y va, quoi. Bah, c'est ça. C'est pour ça que c'est bien on aura beau faire 50, 100, 200 parties de notre jeu, quand on le présente à un éditeur, on peut pas lui dire bah, c'est fini, prenez-le et voilà. Et justement, c'est là où ils apportent leur plus-value en mode bah, si t'as essayé cette direction-là ou pourquoi vous avez pas essayé ça? Alors des fois, on va dire bah ça on l'a déjà essayé, ça marche pas. Et ça, bah pourquoi? Bah je sais pas. Pourquoi on l'a pas essayé? En fait, c'est une bonne idée. On va le tester du coup. Et ça c'est chouette. Mais pour revenir à ta question de base, oui, des fois il y a des jeux où il n'est pas fini, il n'est pas équilibré et tout ça, mais il y a une émotion, il va se passer quelque chose. Et il y a certains éditeurs où ah ben ok, ça c'est bon, ça me plaît. Oui, ok, c'est assumé que c'est pas fini et que le jeu est pas fini, mais il suffit de leur dire que bah voilà, j'ai un début de concept, il y a encore du taf, mais j'aimerais bien vous le présenter pour savoir ce que vous en pensez. Et des fois ça marche en mode ah ouais, mais j'adore l'idée. Ou alors ben, retravaille-le parce qu'on aime bien l'idée, mais pousse-le plus loin pour voir jusqu'où tu peux l'emmener et reviens nous le présenter aussi. C'est des fois en 2 phases. Ou 3 des fois, mais ça dépend. Et ça, parce que moi je sais par exemple quand j'ai présenté mon jeu, ils m'ont dit de revenir, mais souvent même quand on prend pas ton jeu pour X ou Y raison, les éditeurs t'ouvrent souvent aussi des portes autres que t'avais pas forcément imaginé. Donc même des fois si tu présentes et tu dis bon vas-y c'est pas pris, pas grave, mais le rendez-vous te permet aussi d'ouvrir des portes et des chemins à explorer pour pousser ton idée, quoi. Ah oui, complètement. Ben, moi, c'est ce qui m'est arrivé à Vichy dernier. Hein. J'avais un poteau, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas ressorti du placard. Et je me suis dit, ah, celui-là, il est vraiment un truc cool, j'ai envie de le représenter. Je l'ai présenté, pareil, je leur ai dit, clairement, c'est pas fini, il y a encore plein de trucs. Et ben, je l'ai présenté à 2 éditeurs qui m'ont donné des petits tips, des petits trucs. Et je fais, ah ouais, et du coup, ça va me pousser. Et du coup, là, le jeu a pris une autre tournure qui est vraiment encore mieux.
pour moi. Et du coup, là, il faut que je leur représente la prochaine fois. Et oui, justement, ça, ils ont mis sans le vouloir, en fait, en faisant des retours. Des fois, les éditeurs, ils vont te dire, ça rentre pas dans notre gamme. Non, ça rentre pas dans notre gamme, point barre. On va pas chercher midi à 14h, c'est fini. Mais des fois, ils sentent qu'il y a un truc, mais ça m'a un peu dérangé, c'est dommage qu'il n'y avait pas ça. Ou, mais ça, j'ai bien aimé. Ça, non, je vois pas pourquoi est-ce que ça fait là. Ok. Eh bien, on va retravailler dans ce sens-là, et puis voilà. Puis on y va, quoi. Et on y va. Bon, après, on n'a pas souvent 40 chances. Une fois qu'on l'a fait une deuxième fois, puis il faut qu'il y ait une vraie plus-value quand on le représente. Oui, c'est sûr. Mais j'ai changé le thème. Oui, alors ça, on peut le faire. On est éditeur, ça, on sait faire. Non, d'avoir un vrai corps, d'avoir une vraie plus-value à ta... C'est ça. Ils vont le voir, même si on change le thème, ils vont dire ah oui, je me rappelle la dernière fois il y avait ça, et ah oui, t'as vraiment changé plein de trucs. Ce qui nous est arrivé aussi sur un autre jeu, on l'avait présenté à Cannes, ils l'ont revu ici, ils ont fait ah ouais, là vous avez fait un boulot de fou, là le jeu il a pris une direction, mais c'est incroyable. Et il n'est pas signé, il n'y a rien de fait encore, mais ils ont vu qu'on a bossé sur le jeu. Oui, du coup, ça permet de... Voilà. En plus, des fois, les signatures... Parce que moi, j'avais fait, du coup, le Board Game Campus à un monde de jeu. Oui. Du coup, j'étais parti une semaine. Et surtout, ce que Tanguy nous a dit, c'est souvent, ça prend du temps. C'est peut-être pas... On y va, et c'est rare qu'on signe un jeu sur un salon. On vient, ils prennent la boîte, ils vont revenir, et des fois ça peut prendre... Des fois, si c'est banco, ça peut prendre 2 semaines, mais des fois ça peut prendre 3 mois, 4 mois, 6 mois. C'est ça. Il n'y a pas vraiment de règles, quoi. Complètement, puis ça dépend aussi du planning de l'éditeur, et des fois il va se dire, mais oui, j'aimerais bien le prendre, mais là j'ai un planning qui est complet. Des fois ça passe. Et des fois, oui, c'est long. Et après, il y a aussi la phase de test ça a plu à l'éditeur, mais l'éditeur, il faut aussi qu'il le présente à son distributeur. Et ce temps de réflexion, ça décale encore. Et après, le temps que ça revienne vers nous, oui, comme tu dis, ça peut mettre quelques mois avant d'avoir une signature sur un jeu. C'est sûr. Et toi, tu essayes on va dire, parce que maintenant tu fais que ça. Donc, est-ce que tu te mets un planning de travail ou c'est au fil de l'eau que tu avances? Et combien de projets tu essaies de lancer par mois de nouveaux embryons sans vraiment partir dans le truc fini? Mais souvent, tu viens, tu lances le truc, tu laisses, tu reviens 3-4 jours ou même 1 semaine, 2 semaines après. Tu te dis, je vais retravailler sur celui-là que j'avais lancé le petit embryon. Des choses comme ça, quoi. Moi, les protos, j'ai travaillé beaucoup dans ma tête avant de faire un embryon, en mode j'essaie d'y jouer dans ma tête. Je vais peut-être mettre 1 mois à y jouer dans ma tête, et une fois que j'ai un truc, je lui dis allez, je le mets, je concrétise. Je vais faire le proto, et des fois, en fait, oui, ça marchait très bien dans ma tête, mais ça marche pas du tout dans la vraie vie. Ça arrive. J'ai pas mal de petites boîtes comme ça qui traînent en mode Dans ta tête, c'était un as d'or. Ouais, c'était un banger, mais alors pas du tout. Ou alors la sensation, et tu dis ah ouais, mais ou alors à l'inverse en faisant le jeu en le travaillant sur l'ordinateur, et tu fais ah putain, mais j'avais pas pensé à ça, on pourrait faire ça, ça marcherait bien, et ainsi de suite. Et oui, j'aime bien lancer plusieurs projets. Alors j'ai plein de débuts de proto où ça m'a permis de réfléchir à des choses, à tester des choses que je me dis je les ressortirai quand ça sera le moment de les ressortir, ou des choses que j'avais envie. Un principe sur une carte, de faire comme ça ou comme ça. Je l'ai testé, ça marche pas plus que ça, mais peut-être qu'un jour ça va... C'est une boîte à outils que tu te fais, quoi. Ouais, voilà. En fait, c'est ça. Puis, mais oui, mais ça marcherait bien avec le truc que j'avais. Et du coup, je vais reprendre le jeu et je vais le ressortir. Mais oui, actuellement, je dois avoir, je sais pas, j'essaie de faire au moins 3 à 4 jeux par mois, à peu près. 2-3 jeux par mois. Ah, quand même. Il y a des petits jeux, il y a des jeux qui prennent plus de temps. Et après, les jeux t'as signé, t'as aussi toute la partie développement avec l'éditeur, donc des fois tu es en mode là, les protos, il y a des mois où je ne veux pas créer un seul proto parce que t'es dans le développement de tes jeux. Ouais, qui prend du temps quand même, quoi. Et puis après, il y a la sortie des jeux, donc là, il faut les animer aussi en festival, en boutique, en ludothèque, donc ça aussi c'est du temps. Ouais, ça fait partie du métier, quoi. Voilà. Et ce moment-là, tu présentes pas, tu peux pas créer, mais en jouant à plein de jeux, tu arrives à avoir des nouvelles idées quand même. D'accord. Et si, par exemple, toi, tu as un conseil à donner, on va dire, à un jeune auteur
on va dire un no-go, une erreur qu'il faut absolument pas faire, ce serait quoi? Une erreur à pas faire. Oh, il y en a plein. Comment dire? Un truc à pas faire. Déjà de pas. Ça dépend à quel stade tu es, mais de pas insister trop non plus quand tu présentes un jeu ou que tu envoies un mail à un éditeur pour essayer de le contacter. Faut pas lui renvoyer un mail tous les jours en mode vous avez reçu mon mail, vous avez reçu mon mail, on se voit à Cannes, est-ce que vous avez on prend rendez-vous à Cannes? Et du coup j'ai pas eu de réponse. Là l'éditeur il va faire c'est bon, arrête, stop. Voilà. Ça sert à rien d'envoyer 40 mails. Faut envoyer un mail et puis faut pas rendre. Le savoir attendre, c'est vraiment une clé. Quand tu es auteur, faut vraiment avoir la patience. Ouais, après, c'est moi, comme je disais un peu, c'est un peu comme. Moi, je connais pas. Je connais quand même un peu le monde du jeu de société, mais je connais surtout le monde de l'audiovisuel et du cinéma, qui est un monde, pour moi, plus je connais le monde du jeu de société, plus ça se transplante, ça se ressemble vraiment énormément dans son corps métier, dans la façon de fonctionner, même si le monde du cinéma est plus mature et surtout, c'est pas les mêmes sommes, mais vraiment pas du tout par rapport au monde du jeu de société. Mais on va dire la façon de penser, la façon de faire est la même. Et c'est sûr que, on va dire, les réals, faut avoir de la patience, faut avoir ce truc pour prendre son premier projet, prendre ce truc. Mais souvent, quand on réussit à prendre son premier projet, son deuxième, son troisième, il y a une sorte de machine qui se met en route et normalement, on arrive à avancer de plus en plus, quoi. C'est ça. C'est ça. Puis après, un des conseils aussi, c'est de ne pas non plus trop s'attacher à son prototype. C'est sûr. Faut pas hésiter à en créer plein, en fait. Parce que, comme je disais tout à l'heure, l'ascenseur émotionnel, c'est très compliqué. Entre l'éditeur qui fait « Ah, c'est trop bien !» et que tu as présenté ton jeu à 5 éditeurs et tout le monde dit « Ah, c'est trop bien !» et que 3 mois après, ton jeu... en fait, on te redonne le jeu. Tu fais « Waouh !» Je pensais vraiment qu'il allait être signé. En fait, pas du tout. Faut vraiment se détacher de ces prototypes, même si c'est nos bébés, parce que on y passe quand même quelques heures dessus. Mais faut pas hésiter à en créer plein, en fait, et se dire voilà, celui-là il marche pas, tant pis, je vais faire celui-là parce que celui-là je pense qu'il va mieux marcher, et voilà quoi. Et de pas avoir peur je pense de tout casser, de des fois recommencer, de se dire c'est pas grave quoi, on avance quoi. Et vraiment y aller étape par étape aussi, de pas tout casser et dire en fait, j'ai tout cassé, j'ai tout remis, et ça marche plus, mais je sais pas pourquoi ça marche plus. C'est pas le même jeu, surtout. Voilà. Il faut vraiment y aller étape par étape et dire attends, ça marche pas, je change ça. Mais c'est mieux. C'est grâce à ça. Voilà. C'est pas. Comme on disait tout au début, enlever les couches de gras, mais il faut vraiment aussi les enlever. Il faut pas. Étape par étape, quoi. Faut pas tailler dedans et en mode, on a rien qui marche. Et là, on est complètement perdu. C'est ça. Et en tant qu'auteur. Est-ce que tu as déjà eu ce stress, on va dire, de la page blanche à un moment donné, et tu dis putain, j'arrive plus. Je me dis, je sais pas, ce projet, ou même j'arrive pas à lancer un nouveau projet, parce que la création, c'est quand même beaucoup de psychologie, quand même, en vrai. Selon comment t'es dans un moment de ta vie, ou dans ta semaine, ou dans ton mois, il y a des moments, psychologiquement, t'es moins apte à créer que d'autres. C'est ça. Et du coup, quand ça arrive, parce que ça arrive souvent, des fois, tu es en mode, j'ai passé... tu as aussi un peu le côté euphorie avant festival et après festival, où là, tu as plein de trucs à faire et tout ça. Puis une fois que cette phase est passée, tu es en mode, là, j'ai plus d'idées. Et de prendre une feuille blanche et de vouloir écrire des idées, ça marche pas. Ça, je connais peu d'auteurs où ça a marché. Mais du coup, tu fais autre chose. Il faut se libérer l'esprit, en fait. Tu vas regarder dehors, profiter du temps, moi je suis à la campagne, donc je vais aller faire du jardin, je vais aller tourner ma pelouse, et le fait de faire autre chose, mais oui, tu as des idées qui arrivent. En fait, c'est ça, c'est sortir du jeu, en fait. Si tu es trop dans le jeu, à un moment donné, c'est comme disait un peu Antoine Boza, il disait le plus important, c'est la pause. Ouais, complètement. Ah oui, complètement. Tu fais une pause jeu vidéo, tu vas regarder une série sur Netflix, ça va te vider la tête, tu penses à rien, tu regardes ta série, puis une fois que tu as fini ta série,
inconsciemment, t'as vu un truc dans la série qui fait ah mais attends, ça serait trop bien de partir sur cette idée-là. Et des fois, ça t'emmène sur d'autres choses, quoi. d'autres idées, quoi. Ouais, mais c'est sûr, c'est sûr. Moi, je sais que mes idées, elles arrivent souvent sous la douche, mais... Oui, ça c'est souvent aussi. Mais bon, Sur la prendre douche, des douches toutes les 2 heures, c'est un Ouais, peu long. c'est ça. Bon, bah, cool, en tout cas, du coup, on va passer à la deuxième partie du podcast, qui est un peu plus ton profil joueur et un peu d'où tu viens en tant que joueur et un peu qu'est-ce ton premier lancer. Du coup, toi, quel est ton premier lancer, c'est-à-dire quel est le jeu qui t'a un peu lancé un peu en tant que joueur, en tant que passionné de jeux de société? Alors, il n'y a pas un jeu en particulier, mais... Alors déjà, moi, je joue depuis que je suis tout petit. J'habite à 20 minutes du Flip à Parthenay, qui est quand même un des plus grands festivals de France. Donc j'y suis souvent allé quand j'étais jeune. Donc j'ai beaucoup joué à des jeux, traditionnels, hein, le Labyrinthe, le Monopoly, Eventpay, enfin tous les grands classiques, entre guillemets. Et j'ai découvert, il y a Carcassonne. Carcassonne, quand j'ai vu le côté de pose de tuiles, on construit un plateau central tous ensemble, on fait des choses à notre tour de jeu. On faisait des soirées jeux. Ouais, je pense que Carcassonne, Jamaïca aussi, c'est vraiment les types de jeux où j'ai fait mais waouh, c'est génial. Enfin, Jamaïca, j'ai 3 cartes en main en fonction des dés qui ont été lancés. Est-ce que je fais droite ou gauche? Je fais ça ou ça? Mais je vais. Puis c'est une course de bateau de pirates. Enfin, et ça t'emmène dans l'univers là aussi en fait. Enfin, comme je disais tout à l'heure, je parlais souvent des thématiques. Jamaïca, tu as vraiment la sensation de faire une course de bateau de pirates et de fouiller les trésors, tirer sur les autres quand tu as envie de leur tirer dessus avec les canons. Et voilà. Donc, je pense que Carcassonne, Jamaïca sont des jeux qui vont bien rentrer dans le monde du jeu. Et du coup, y a-t-il un jeu, on va dire, dans ta ludothèque, même si c'est pas forcément le meilleur jeu qui existe, qui pour toi a une importance particulière, que ça soit de cœur ou une Madeleine de Proust, un truc où tu te dis ce jeu-là, il a vraiment une importance pour moi, quoi. Alors, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Mais comment dire? Ça peut être plusieurs. Hein. Oui, non, mais alors si, il y a quand même un jeu qui m'a quand même vraiment marqué, c'est Dice Forge de Régis Bonsey chez Libellude. L'idée est folle, mais tu changes les faces de ton dé. Mais c'est génial. Enfin, je trouve ça mécaniquement, je trouve ça trop cool. Je trouve ce principe génial. Et puis, il est beau pour le coup aussi. Comment? Il est très beau. On va dire le matériel est très très beau. Le matos c'est ouf. Les visuels sont magnifiques. Mais ce côté de waouh, je lance les dés. Alors, je suis pas un grand passionné de jeux de lancer de dés parce que le côté hasardeux, je suis pas hyper fan. Mais là, c'est que tu contrôles ton hasard. Ah ouais, c'est vraiment bien quand même. C'est vraiment génial. Et c'est vrai que pour le coup, cette mécanique un peu qu'on pourrait appeler un peu dice building, elle a pas été non plus hyper creusée dans plein. J'ai pas en tête beaucoup de jeux qui utilisaient ce procédé un peu de craft de dés, quoi. Bah non. Il n'y a pas de. Après, peut-être qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas y aller parce qu'il y a déjà de l'histoire en fait. Enfin, pareil. T'emmènes ton jeu en boutique et c'est un jeu, on peut changer les faces de notre dé. Oui, on a déjà Dice Forge, pas besoin d'avoir encore un autre qui ressemble. Mais bon, pourquoi pas? Il y a eu des variantes, hein. Il y a eu du dice building, il y a eu des dice. Enfin oui, il y a plein de choses. Mais celui-ci, vraiment une mention particulière quand même sur le côté matériel est vraiment quand même novateur, je trouvais, pour un jeu comme ça. D'accord. Et y en a-t-il d'autres que t'as en tête comme ça? Après, le côté aussi Nidavellir, qui est pas si vieux que ça, Nidavellir de chez Gregame, ou le coin building, toi, le côté, t'améliores tes pièces, tu vas essayer de faire des choses, t'as plusieurs possibilités de marquer des points. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Et après, dans les un peu plus anciens, River Dragon, le côté, je sais pas si tu connais celui-ci de Roberto Fraga. Pareil, le côté programmation, on a fait des soirées entre potes. Tu programmes, mais non, mais qu'est-ce que tu mets sur ton bon pont? Pourquoi t'enlèves ma planche? Pourquoi t'enlèves le caillou? Oui, moi j'avais prévu de faire ça. Oui, mais je sais, j'avais compris que t'allais faire ça. Du coup, je vais t'embêter pour pas faire ça. Ou dans la même veine, il y a Colt Express.
Colt Express, c'est génial. Le train en 3D, la programmation. Mais qu'est-ce que tu es? Pourquoi t'as pris la valise avant moi? Ben, parce que je pensais bien que t'allais faire ça, et voilà. Enfin, ah ouais, non, il se passe vraiment des choses, quoi. Mais du coup, ce qui est drôle là dans les jeux que tu me dis, c'est quand même tu donnes quand même une importance au matériel. Parce que c'est des jeux avec, on va dire, un cortex matériel assez important et assez fort quand même. C'est vrai. Bah, c'est peut-être pour ça que je fais des jeux avec du matériel. Non, mais indirectement, ouais, c'est peut-être ça. C'est vrai que... Ouais, c'est clair. Et j'avais entendu dire, toi, tu utilises, par exemple, pour faire tes protos, tu utilises, je sais pas, tu as des imprimantes 3D, des choses comme ça, ou non, t'es à l'ancienne? J'ai ma petite découpe laser. Ah, ça, c'est très bien. J'en ai une aussi. C'est pas d'imprimante 3D, parce que kilo plastique, pas forcément. Après, pour faire des petits trucs, pourquoi pas. Mais oui, je suis plus team découpe laser. On peut faire déjà tellement de choses. Et de par mon métier de menuisier avant, oui, en fait, j'ai les compétences, donc ça me fait pas peur de faire des choses un peu farfelues. Et du coup, ça te permet de... C'est vrai que moi, j'ai un peu acheté sur un coup de tête, on va dire découpeuse laser et imprimante 3D. Et je me dis, en fait, ça te permet de... Toutes tes idées n'ont pas de stop. Parce qu'avec ça, tu peux faire quand même beaucoup, beaucoup de choses. Et tu peux aller au bout de tes trucs et voir déjà directement si ce que tu avais en tête fonctionne ou non. Ah oui, mais complètement. Bah, moi, quand j'étais menuisier, je pilotais un centre d'usinage qui faisait 6 mètres de long et 4 mètres de haut et 3 mètres de large. J'ai toujours dit la seule limite de cette machine, c'est ton imaginaire. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai ça aussi sur ma petite découpe laser. La seule limite, c'est mon imaginaire, parce qu'au final, on peut faire tellement de choses. Il y a encore plein de choses à explorer. Ouais, c'est sûr. C'est incroyable. Le côté technologique aide beaucoup aussi dans le monde du jeu, dans la création, dans plein d'une... Oui, c'est sûr, il y a encore plein... Il n'y a pas que le jeu, mais il y a plein de choses. Non, et puis il y a plein de choses encore aujourd'hui, même s'il y a quand même déjà beaucoup de choses qui existent, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à créer, quoi. J'en suis assez persuadé. Ça, c'est clair. Et y a-t-il, du coup... des jeux qui ont un peu marqué des étapes de ta vie de joueur ou d'auteur qui ont vraiment fait des changements, on va dire, dans ta vie comme ça? Moi, j'ai découvert... Alors si, il y a pareil, un jeu qui me vient en tête qu'on a beaucoup joué entre copains en soirée, c'est Skull. Ouais. Alors, Skull and Roses. Bon, là, il y a matériel, il y a quasiment rien, il y a juste des sous-bocs, mais qu'est-ce que c'est bien. Puis l'émotion, quand même, pour le coup. Là, voilà. Comme tu disais, c'est un jeu avec émotion. C'est ça. Quand tu vois ce jeu-là, en vrai, que t'aimes ou que t'aimes pas, l'émotion, elle est là. Ah oui, non, c'est clair. T'as beau aussi dire, mais attends, ah oui, mais du coup, là, il a mis un crâne. Bon, il va pas le refaire. Mais si, il le refait. Ah, tu fais, mais c'est pas possible. Bon, là, il a mis des fleurs. Non, il a remis encore un crâne, mais c'est pas possible. Et ouais, il se passe vraiment un truc, quoi. Ouais, non, c'est vraiment... Pareil, alors là, par contre, ce que je trouve vraiment cool dans le jeu, c'est que t'as pas beaucoup de matos et tu prends un plaisir fou, quoi. Ouais, pour le coup, c'est... T'as pas besoin d'avoir beaucoup de matériel aussi. Enfin, à contrario des autres jeux de tout à l'heure, des fois, avec peu de matériel, tu fais des jeux incroyables. Après, t'as aussi des jeux sans forcément... En tout cas, dans ta ludéographie, t'as quand même des jeux sans forcément beaucoup de matériel. Ah oui, bien sûr. Par exemple, il y a... Synchro, il n'y a pas trop de matériel. Ah oui, non, c'est que des cartes. Petit poids aussi. Des cartes. Ouais. Non, bien sûr. Je veux dire, là, des fois, avec peu de règles, pareil, Rumble in the House, je sais pas si tu le connais. Non, ça me dit rien, ça. Rumble in the House, on est dans un appartement avec des petites tuiles et puis des petits personnages. On en a 2 faces cachées. À ton tour de jeu, c'est soit j'en déplace un, soit s'il y en a 2 dans la même pièce, j'en sors un. Le but, c'est d'être le dernier en vie dans l'appart. Pas des règles, mais quand tu joues, mais tu fais, et ça s'appelle forcément à la revanche. Ouais. Toujours. Et tu fais, mais attends, mais pourquoi tu te déplaces là? Pourquoi t'as fait ça? Attends, mais ah ouais, d'accord, t'as fait ça, mais je vais faire ça. Enfin. Oui, ça pousse, quoi. Voilà, peu de règles, et ça y est, quoi. Tu prends un plaisir de jeu incroyable. Enfin, ouais. Ah ouais, non, c'est vraiment des jeux comme ça qui sont marquants, quand même. Ouais. Et aujourd'hui, quel jeu sors-tu le plus de ta ludothèque, que tu joues le plus? Alors, c'est pas pour faire de la pub, mais un des jeux que j'ai quand même le plus joué dernièrement, c'est quand même Kitsu.
mon jeu chez Grey Games. Ouais, celui-ci, il n'y a pas une soirée où je sors pas en fait. Et c'est pas parce que c'est mon jeu, c'est parce que les autres autour de moi me disent t'as envie Kitsu, vas-y, on fait une partie. Pareil, ça appelle à la revanche, le côté joueur d'équipe, un jeu de pli, mais qui n'est pas un jeu de pli traditionnel. Avec mes voisins, on a fait des parties, et des fois on fait non mais là, ok, on fait la soirée, mais par contre on fait que 3 manches, pas plus, parce que sinon on va y passer la nuit. Et on y En passe la fait, nuit. et on joue, mais non, mais pourquoi t'as fait ça? Et ça râle, et voilà, et on se refait les parties. C'est vraiment un des jeux que j'ai quand même le plus joué dernièrement. Et sinon, un qui est pas à moi, il y a, oui, Nidavellir, j'ai quand même beaucoup joué aussi avec mes enfants. Ouais, on a fait quand même beaucoup de parties. Navellir, pour moi, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est un peu, on va dire, ça a été même si maintenant il ressemble plus du tout à ça, mais ça a été la jeunesse de mon proto. Donc c'est vraiment un jeu que je trouve malin dans son scoring asymétrique, et aussi le fait de prendre, on va dire, l'avantage avec tes pièces, de prendre la priorité. C'est ça. Et c'est malin, je trouve que c'est très malin en game design. Ah ouais, non mais complètement. Puis t'as pas de stratégie. Enfin, tu peux pas te dire ah bah si je fais ça, je suis sûr de gagner. Non. Parce que l'adversaire, il aura vu que la dernière fois, t'avais pris telle carte, il va dire bah moi aussi je vais la prendre. Ah ouais, mais du coup ça me casse toute ma stratégie. Mais du coup tu es obligé de te réadapter. Il y a plusieurs stratégies gagnantes en fait, c'est ça qui est. C'est ça que j'aime bien dans les jeux, c'est que tu te réadaptes en fait, à chaque fois. En mode, ah j'ai fait ça. Ah mais je peux plus faire ça. Bon attends, je vais faire ça. Et ça te permet de tester d'autres finalités, voir si ça fonctionne ou pas. Ouais. Et y a-t-il une nouveauté, toi comme tu me disais que tu faisais quand même pas mal de veille ludique, y a-t-il une nouveauté que t'attends ou quand t'as vu tu dis ah ça sent le jeu vraiment cool quoi. Je crois que c'est un des jeux qui m'a quand même beaucoup marqué cette année, il est sorti il y a 15 jours je pense, c'est les derniers droïdes chez Blue Cocker, je sais pas si tu l'as vu. Ah si, avec la boîte qui se tourne. C'est ça. Ouais. Et bien, en fait, parce que souvent, avec les amis auteurs, au sort du festival, on fait bon alors, qu'est-ce qui t'a marqué? Je sais pas, pas grand-chose, ou alors c'est ok. Et en fait, j'ai joué à celui-ci et je ne m'attendais à rien. Et oui, c'est un jeu de collection, de combo, de machin, mais je fais le principe de je tourne la boîte, je choisis une des deux cartes, une pour mon adversaire, une pour moi, et après, c'est moi qui choisis pour mon coéquipier ou ma coéquipière. Et après, et ça tourne comme ça. Et ah ouais, non, franchement, c'est top. J'ai pas joué encore 40 000 parties, mais j'ai fait déjà 2-3 parties quand même. Et ouais, j'ai vraiment envie de le tester encore et voir ce qu'il a dans le ventre, parce que il se passe pas mal de choses, quoi. Mais pour ce principe de piochage, de sélection de cartes, ouais, c'est chouette, franchement. Et y a-t-il un jeu quand tu te dis ah j'aurais aimé que ça soit moi qui ai eu cette idée, tu vois, tu te dis c'est ce jeu-là, franchement l'idée elle est trop maligne, mais pourquoi je l'ai pas eu quoi. J'étais pas auteur encore, mais Diceword, clairement, pourquoi j'ai pas eu l'idée de changer des faces de dés, je sais pas, c'est vraiment le truc, ouais, c'est vraiment cool quoi. C'est chouette. Après, si, il y a aussi un jeu d'Antoine Bauza, je sais pas s'il a fait beaucoup de bruit, mais Victorian Mastermind. Je connais pas. Tu construis tes vaisseaux, t'as des des pseudo-jetons de poker, parce que c'est pas des jetons de poker, mais ce côté de tu mets tes actions, tu retournes, tu fais ci, tu fais ça. Ouais, c'est génial. Tu veux détruire la ville. Tu veux détruire des bâtiments pour te génie du mal. C'est ok, mais c'est cool. Ouais, t'as des jeux comme ça, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Ok, bah très très bien. Du coup, on va arriver du coup sur la dernière un peu partie du podcast, qui est un peu un petit jeu. Du coup, tu arrives sur une île déserte. T'as le droit de ramener avec toi 5 jeux, pas un de plus. Quel jeu tu choisirais et surtout pourquoi tu prendrais ces jeux-là, quoi. Que 5, c'est sûr. Il peut avoir des autres tout seul sur cette île, donc. Oui, bien sûr, oui. Oui, je suis pas en solo. Si j'ai de la place dans mon sac à dos, parce qu'il faut quand même non, clairement, ouais, je pense que j'emmènerai Diceword, ça c'est sûr. Pour ce qu'on vient de dire. Un jeu que j'aimerais vraiment emmener, c'est Mafia des Cuba aussi. Je sais pas si tu le connais. Ça me dit rien celui-là. Je l'appelle, je le nomme comme ça, c'est le loup-garou en mieux. C'est-à-dire que t'as pas de temps mort et il se passe. Enfin, tu choisis ton rôle.
Et t'as pas un rôle, si t'es par exemple villageois, tu joues pas vraiment. C'est ça, là, c'est vraiment, t'as une boîte de cigares qui tourne autour de la table et tu prends soit des diamants, soit un personnage. Ah si, je vois. Voilà. Ok. Et le je vois, parrain, après, il doit deviner où sont ses diamants. Ouais, et c'est qui bon, est qui. Voilà. J'avais pas le nom Et- du jeu, mais la boîte de cigares et tout, ça me dit Voilà. quelque chose. Oh, il n'y en a pas 40 des Ouais, jeux c'est comme pour ça, je vois exactement. Et ben, celui-ci, c'est pareil, dès que je l'emmène en soirée, il fait bouche à chaque fois. Et bah ouais, c'est un truc que t'as envie d'emmener parce que ça apprend à connaître aussi un peu les autres. Donc c'est chouette, même si on est tout seul sur l'île. Donc ouais, bah, je fais des coups bas. Non, Dice Forge, Nidavellir aussi, ouais, quand même, j'en aimerais bien aussi. Si, il y a Insurrection qui est sorti il n'y a pas longtemps chez la boîte de jeu, qui est vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé. J'avais joué au proto avant qu'il sorte et là j'y ai rejoué une fois qu'il est sorti et je l'ai acheté et c'est vraiment cool, j'ai beaucoup aimé. Bah puis après j'emmènerai Kitsu, clairement. Ouais. Normal. Clairement, voilà, oui, ça marcherait très bien. Je crois qu'il t'en reste un, si je me trompe pas. Dice Forge, Mafia de Kuba, Kitsu, Nidavellir. Nidavellir et Insurrection. Insurrection. Ah, c'est bon. Ouais, Ton sac est blindé, du coup. Ah, ça y est. Et normalement, avec ça, tu passes quand même un bon moment sur l'île. Ouais, voilà. Et tu peux... Ou alors, juste pour la blague, j'emmènerai Galérapagos. Bah, On est sur une île, il faut s'en sortir, bah autant emmener un jeu où il faut s'en sortir. faut s'en sortir et par contre, tu laisseras un peu de monde sur... tu feras des petits coups de pute, tu laisseras un peu de monde sur le chemin. Bon, en tout cas, très très cool. Merci en tout cas pour cette interview et ce temps passé avec nous pour ton premier lancer. J'espère que tu as apprécié le moment et que c'était une conversation assez cool et intéressante. Merci beaucoup à toi. Et oui, c'était très chouette. Et j'espère qu'on se croisera du coup dans le monde du jeu. Sûrement, on va dire, je suis presque dans tous les salons, sauf Octogo, mais dans tous les gros, j'y suis. Donc peut-être on se croisera. Premier lancé. Oui, c'est son premier.